C'est un petit arrière-plan sonore, c'est pas mal ça. Bon, on y va du coup. On avait commencé à s'échauffer, mais après on va se refroidir. Et puis j'espère que tu parleras de ton dernier bouquin qui sort dans 3 semaines, parce que cette histoire de contre-histoire, à mon avis. Ouais, après, c'est assez loin des questions de vie des cinémas. Oui, peut-être. Mais cette histoire de On peut en parler. contre-histoire, Voilà, peut-être c'est elle intéressant. pourrait rejoindre des attendus de notre Peut-être faut cycle, y quoi. réfléchir, ouais, comment le cinéma permet aussi une autre histoire, Mm, une contre-histoire. Ben, mm. Et qui sont des enjeux que nous on a au labo, tu vois. On parlait ouais, d'histoire environnementale hier avec Nathan, comment on se ressaisit autrement ouais, des histoires de la ville et de ouais, l'architecture, ouais. et comment peut-être certains cinémas pourraient nous y aider, Ou quoi. peut-être comment le cinéma a quelque part un peu toujours fait une contre-histoire de l'art de l'urbanisme. De l'urbanisme. Peut-être il y a un peu comme ça, c'est-à-dire en filmant les marges, en filmant le... Mm. Et c'est vrai que tu vois, nous, dans notre cycle, on a fait 2 ou 3 fois des thèmes qui, de fait, étaient ceux-là aussi. Le bord des villes, la frontière, le défrichement cette année, c'est un pied de nez à ce qui serait depuis 20 ans le commun de la pensée commune en France et en Ouais, Europe de on reconstruit la ville sur elle-même et on ne défriche plus. C'est à regarder de plus près. Et ouais, donc, tu prends le thème rock, comme par exemple, qui est oui, vraiment une contre-histoire de l'urbanisme, quoi. oui, oui, clairement. Donc c'est vrai qu'avec Benjamin et avec d'autres, on revisite un travail qu'on fait depuis près de 20 ans en fait, au laboratoire, à l'école et puis avec le cinématographe sur ce qui s'appelle maintenant la condition métropolitaine filmée. D'accord. Et donc tous les ans, on projette, après avoir programmé 4 films au moins, qu'on discute en salle avec les étudiants. Ça fait partie de leur cours, c'est une des originalités. Puis moi j'aimerais peut-être qu'on y revienne. Cette question de le cinéma dans la pédagogie, Ouais. ou les cinémas aussi dans le projet. Mais ce qui nous intéresse, c'est que certes, tu n'es pas embarqué avec nous à Nantes, mais un compagnon de route depuis longtemps, et investi à Grenoble sur cette question, d'une part en présidant la Cinémathèque pendant longtemps, et puis peut-être ce serait intéressant de t'entendre sur qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, et qu'est-ce que ça t'a permis, et comment tu y es arrivé, avec quelles idées, qu'est-ce que ça a permis de faire. Ça nous permet de revisiter Traversée urbaine, on aura l'occasion d'en reparler peut-être un peu. Donc de revenir sur ce moment-là, puis peut-être dire aujourd'hui, venir sur 2 points, c'est juste pour te dire un peu ce qu'on aimerait discuter. La première, c'est peut-être revenir sur cette hypothèse que fait Paco de dire et d'autres, on a une consubstantialité de la ville, et de la grande ville et du cinéma sur le XXe siècle, et puis il y a cette hypothèse de l'après-ville, et donc le cinéma, où est-ce qu'il est dans ce moment. Il me semble que ça serait bien d'y revenir. Et puis pour terminer, revenir sur projet et ou pédagogie, et peut-être aussi des pistes sur des enseignements qu'on construirait demain, des recherches qu'on construirait demain, comment tu les verrais mobiliser le cinéma. Peut-être pour commencer, si ça te va Benjamin aussi, revenir sur alors la cinémathèque, c'est comment toi tu arrives comme enseignant, chercheur, architecte dans cet enjeu de s'emparer d'un outil qui est un outil urbain aussi, et puis qu'est-ce que tu en retiens après 15 années de présidence environ. D'accord. Non, ben, pendant mes études d'architecture, j'ai côtoyé la Cinémathèque de Grenoble. euh, et très vite, je suis devenu quelqu'un qui venait aider à tout ce qu'il fallait faire à la Cinémathèque. Donc, j'ai fait la caisse, j'ai fabriqué les étagères pour le stockage des films, j'ai peint la cabine, j'ai euh, projeté, écrit des textes. Voilà. Donc, en fait, une petite main de la vie du cinéma. Et effectivement, beaucoup d'architectes, d'urbanistes sont passionnés de cinéma, donc ça ne rate pas, quoi. C'était mon cas. Et, et ce lien entre les deux, même, enfin, a toujours été évidemment intéressant. Et en même temps, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des fausses idées dans ce lien. Euh, où l'un serait l'illustration de l'autre, par exemple, ou qu'il y aurait un mimétisme dans la façon de fabriquer un film et la façon de fabriquer un collectif d'une architecture, etc., etc. Donc l'idée, c'était de continuer avec d'autres à y regarder de plus près. Donc en lançant un cycle qui s'appelait Traversée urbaine, en 2007, je crois, la première saison, et en associant plein de partenaires, des partenaires universitaires, mais aussi des partenaires des professionnels de l'urbanisme et de l'architecture, le CAUE, l'agence urbanisme, la maison de l'architecture, etc. Donc on choisissait des films avec des invités qui venaient causer de cette question ville et cinéma, en fait. Et
petit à petit, année après année, on filmait ces conférences. Donc ça a permis de faire un corpus à la fin. Le cycle s'est arrêté il y a 4-5 ans et il y a eu beaucoup de projections aussi à Chambéry, à Privas, à Valence, à Paris. Et on a plus de 80 séances, donc 80 conférences, quasiment toutes enregistrées. Donc c'est comme une espèce de géographie des questions que l'on peut poser entre ville et cinéma. Et en même temps, une fois que cette géographie a été faite, on se rend compte qu'il manque encore des territoires que l'on voit apparaître, qu'on n'a pas tant abordé que ça. En particulier ceux de la pratique cinématographique à l'intérieur des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, par exemple, qui est encore un autre champ, ou de la pratique de l'image dans des cadres pédagogiques. Ou de la, voilà. Et donc, ça, c'est plutôt maintenant ce sur quoi je travaille, en fait. Euh, alors, on avait ouvert le cycle, on ne le prévoit pas évidemment au début, puis à la fin, en fait, on fait une boucle. Donc, on avait ouvert le cirque, le cirque, ouais, c'est C'est quasiment un un cirque cirque, aussi, hein. le cycle avec euh, L'Aurore, ce film très connu du début du siècle dernier où une femme et un homme de la campagne découvrent la grande ville et en fait tout se détruit dans leurs valeurs, quoi. Cette mécanisation de la grande ville, ses loisirs et la dépravation, etc. Enfin voilà. Donc, et c'était Philippe Simet qui était venu nous en parler. Et, et je voulais terminer avec quelque chose un peu de même genre. Et c'est Philippe Simet qui est revenu 7 ans après faire la dernière séance. Et là, c'était une série télé de David Simon euh, qui se passe à Juncker. Alors, je ne me rappelle plus le titre de la série. Mais voilà, c'est une ville qui n'arrive pas à, à imposer ses quotas de logements sociaux au milieu de quartiers plus riches, quoi. Et donc c'est un vrai combat politique, etc. Et c'est voilà, la place de la série télé, enfin l'arrivée de la série télé aussi depuis maintenant longtemps, mais puis voilà, et qui a changé la donne aussi pour suivre ces questions d'urbanité, quoi. Complètement. Oui, c'est vrai que je me souvenais plus que votre dernière édition permet de poser la question des séries dans le Voilà. paysage cinématographique. Aujourd'hui, chaque semaine dans le monde, je pense qu'on a 5 nouvelles séries commentées Oui, chaque semaine qui nous invitent à voilà, aller visiter de nouvelles aventures, quoi. ouais. Donc Traversée urbaine, c'est cette année. Ça donne aussi lieu à Traversée urbaine, le livre, Oui, chez Métis Presse. oui, alors ça c'était, du coup on a choisi de façon très pour notre propre égoïsme, les auteurs dont il nous semblait que vraiment là, ils disaient quelque chose qui était un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de lire ou qui ne l'avaient pas encore écrit. Donc c'est pas un choix des meilleurs textes, c'est plutôt un choix d'auteurs qui quelque part ne s'étaient pas tant que ça exprimés sur cette question-là et qui nous semblaient dire des choses un peu différentes. Alors des fois c'est et puis c'est un équilibre entre des réalisateurs et plutôt des chercheurs. Par exemple, Bernard Kézanne est revenu sur Un homme qui dort avec Georges Perec, avec une parole extrêmement intéressante. Et puis dans les chercheurs, bah, on a pris des chercheurs donc qui n'étaient pas forcément des chercheurs en cinéma, mais qui étaient plutôt des chercheurs en urbanisme, et qui utilisaient le film comme compagnon de pensée pour penser l'urbanisme. On a eu Bruno Kézanne avec San Francisco, par exemple. Euh, on a eu François Laplantine avec Tokyo Ville flottante, euh, Jean-Paul Thibault avec Lost in Translation, etc., etc. Donc ce livre, il a trouvé une petite niche. D'ailleurs, il a eu quelques notes de lecture, et c'était intéressant parce que les notes de lecture disaient que le livre n'était pas dogmatique. C'est-à-dire qu'il ouvrait à des pistes, en fait. Et je trouve que c'était assez juste. Voilà. C'était pas, il n'avait pas une volonté d'énonciation univoque, en fait, mais de montrer à quel point ce rapprochement ville et cinéma, ou urbanité cinéma, euh, générait des choses, en fait. Mm. Soit dans les idées, soit même dans les actes ou dans les images, Mm. etc.
Parmi nos interrogations, et ça c'est une des spécificités à Nantes, on a un temps de discussion, un temps de cours qui se fait en salle après la projection du film. C'est une expérience particulière qui est spatiale aussi, d'amener les étudiants en dehors, et en même temps qui est difficile la plupart du temps, parce que on est encore imprégné évidemment d'une projection. Et je ne sais pas si vous avez eu une réflexion avec ces 80 projections de ce moment, de ce qu'il permettait dans une discussion, dans ses ratés. Est-ce qu'il y a une réflexion que toi tu peux avoir de cette traîne de la discussion en salle, de l'expérience de la salle particulière? Je le dis parce que dans ton récit aussi, tu nous dis que finalement, au début du cinéma, c'est aussi un objet particulier dans la ville, c'est une cabine de projection, c'est une expérience singulière, corporelle aussi, du cinéma. Alors, comme on avait à chaque fois un conférencier et qu'il parlait euh, avant le film, on lui demandait de faire une intervention courte avant le film, qui parlait peu du film, euh, et il reprenait la parole après le film pour des compléments. Donc, ce que je garde moins en souvenir de notre cas, hein, aussi c'est une grande salle, il y a 220 places, donc ce que je garde moins en mémoire, c'est les échanges qui étaient intéressants, mais, mais quelque part les conférenciers prenaient beaucoup de place. Mais par contre, ce qui était très très intéressant, c'est comment dans les semaines et les mois ou les années après, des étudiants qui étaient présents, ou des gens, des chercheurs, ou même le conférencier, revenaient sur les projections ou sur le cycle pour en parler, et à quel point ça les avait posé telle et telle question, amené à regarder ça, et que même étaient des contributeurs des séances suivantes. C'est-à-dire qu'ils faisaient des propositions pour la suite. Donc, ça a été plus, dans mon cas, ça a été plus ce genre d'un réseau, en fait, qui se retrouvait et qui finissait par être contributeur sans que ce soit un appel à contribution. Euh, Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de séances parallèles aussi, où en fait beaucoup de gens voulaient montrer des petits films, des courts-métrages ou des films, entre guillemets, qu'on rarement le droit de citer au cinéma parce que techniquement l'image n'est pas assez bonne, le film est un peu de bric et de broc, mais qui ont vraiment du sens par rapport à ville et cinéma. Alors on a aussi créé des petites formes, c'est-à-dire dans une petite salle, le jeudi à 18 h avec un apéritif, où on passe un court métrage, un film amateur, etc. Et on le discute en même temps qu'on prend l'apéritif. Donc ça a un peu généré ça. Et puis ça a généré aussi des films. Parce que à la fin de Traversée urbaine, j'ai lancé un exercice avec les premières années de l'école d'architecture, donc ils sont 150, où on fait un transect, une ligne droite qui va du sommet de Grenoble, c'est la Bastille, et qui descend au coteau des Chirolles en bas, qui coupe littéralement Grenoble par le milieu, à la fois le milieu géométrique, mais le milieu aussi social, parce que Grenoble s'est développé sous forme comme ça de cercles descendants. Donc quand on descend, bah, on descend aussi dans l'histoire, enfin on remonte l'histoire de Grenoble. Et chaque étudiant, chaque année, doit faire un film de 30 secondes dans un petit carré de 50 mètres par 50 mètres. Et il doit révéler quelque chose de l'ambiance de ce carré, en fait. Et il peut se mettre où il veut, dans la rue, dans un appartement, sur un toit, dans un sous-sol, etc. Et la fin du cours consiste à projeter, idéalement dans un cinéma, mais dans une bonne projection, les 150 fois 30 secondes à la queue leu-leu, comme un long métrage, qui est une traversée inédite de Grenoble, au sens où personne ne peut la faire avec ses pieds, puisque c'est une ligne droite qu'on ne peut pas suivre. Inédite parce que des villes comme Grenoble ne sont pas filmées naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, si on cherche, alors Nantes a peut-être un peu plus de films, mais Grenoble, compter le nombre de longs métrages tournés à Grenoble, on met au défi les gens, et quand ils en trouvent plus que 10, c'est qu'ils sont déjà fins connaisseurs. Et moi qui suis expert de ça, quand j'en ai fait 20, c'est vraiment le grand. C'est rien, quoi. C'est la même chose sur les romans, il y a très peu de romans qui se passent à Grenoble. Donc, ce qui veut dire aussi qu'une grande partie de nos villes sont en manque de production populaire qui représente par le cinéma, la littérature, etc., leur propre existence. Donc ça produit voilà, ce film, ils écrivent des textes à côté, etc. Et comme on le fait depuis 7 ans, là on arrive à 7 ans, en fait on peut regarder année après année comment à la fois le carré évolue, parce que bah, par exemple, les années de Covid, la ville n'était plus la même.
Il y a eu à Grenoble les chronovélos, ça a radicalement changé la voirie à Grenoble. Euh, la- et, mais en fait, ça, je dirais, c'est une évolution classique. L'évolution qui est la plus intéressante, c'est le regard que portent des jeunes étudiants de 18 ans sur la ville, qui a évolué. Et donc comment, en fait, ce qu'ils décident d'être remarquable, ce qu'ils décident de filmer, ce qu'ils décident de raconter, n'est pas la même chose il y a 7 ans et aujourd'hui. Et donc c'est cette évolution du regard euh, que je trouve aussi très intéressante à faire quand on travaille sur Ville et Cinéma, plus que l'objectivité, en fait, de l'évolution urbaine. Bien sûr, ouais. Le 30 secondes, il vient de... Pourquoi 30 secondes? Alors, la première année, on a fait 45 secondes. Et on s'est rendu compte que c'était un peu long, un plan de 45 secondes bien tenu. C'était long aussi quand on faisait le film final, on dépassait l'heure et demie. Et la règle que j'ai donnée, qui est, pas qui est extrêmement sévère, c'est zéro mouvement de caméra ou un seul. Donc soit un plan fixe, soit un seul mouvement de caméra. Donc un travelling, un zoom, un dézoom et tout. Mais pas trois mouvements, puisque les mouvements de caméra, pour moi, étaient dans le montage euh, Mhm. des films entre eux. Et du coup, 30 secondes pour un plan fixe bien fait, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on a le temps de rentrer dans l'image, euh, de saisir plus que ce qu'a voulu dire l'étudiant. Parce qu'en général, c'est ce que dit François Laplantine. Il dit dans les plans fixes, s'il dure suffisamment longtemps, on y verra autre chose que ce qu'a voulu dire de façon didactique le réalisateur. Et il dit ça pour les documentaires chinois européens. Enfin, les réalisateurs chinois qui filment la Chine d'un point de vue critique, hein, parce que les documentaires chinois sont assez critiques. Il dit, bien sûr, c'est intéressant de dire ce qu'ils dénoncent, ce qu'ils nous montrent du monde chinois, qui n'est pas toujours chouette, même si, ou même que chouette, qu'importe. Mais par contre, c'est que, parce qu'il y a des plans longs, nous y voyons, nous pouvons y lire autre chose que eux-mêmes n'ont pas mis de façon écrite dans leur film. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi, cette description épaisse là. De- c'est comme si, en fait, aujourd'hui, on garde trace de quelque chose qui a plus de matière qu'uniquement ce que l'on souhaite montrer, et que peut-être que demain, c'est ce plus de matière qui intéressera les gens, plus que l'angle qu'on a choisi, en fait. Et voilà, et donc, voilà, alors là, ça fait 7 ans. Maintenant, les géographes le font, donc on a dessiné deux autres lignes dans les vallées. Et donc ça fait 350 étudiants chaque année qui D'accord. font l'exercice. Et Et- cette année, j'ai fait venir un réalisateur qui s'appelle Nicolas Boone, qui est un réalisateur qui fait des courts-métrages avec les gens. Il est invité en résidence et il fabrique des films avec les gens qui habitent le quartier de la résidence. Et c'est toujours des films qui mélangent urbanité et vie sociale. Et il m'a quand même donné envie de tenter le fait que, en parallèle de ces descriptions, on va dire factuelles à la Georges Perec, hein, Mhm. il y ait aussi une tentative d'action ou d'intrusion de personnages dans le plan. Voilà, donc peut-être cette année, D'accord. on va faire euh, deux fois 30 secondes. D'accord. Avec Pour, une perturbation annoncée, quoi. voilà. Et ce Nicolas Boone m'a beaucoup aidé à comprendre quelque chose. Euh, il a fait un film qui s'appelle Hillbrow, qui est dans les quartiers sud de Johannesburg. Je sais pas, dans les quartiers de Johannesburg. Et dans Hillbrow, en fait, sa caméra, qui est un steadicam, donc accroché au corps, de façon très forte, se faufile de partout dans les bâtiments, etc. Et le film dure 20 minutes, et il n'y a qu'au bout de 20 minutes que les jeunes montent sur le toit. C'est la tombée de la nuit, et ils voient la ville au loin. Et c'est un moment un peu de repos et d'émancipation, sinon c'est l'excitation complète euh, d'une urbanité qui ne s'arrête jamais, quoi. Et ce, ce que ça m'a aidé à comprendre, qui est assez simple en fait, mais je ne l'avais jamais pensé comme ça, c'était que aucune urbanité ne se filme de la même façon, et que être obligé de filmer une urbanité, une architecture, nous oblige malgré nous à certains points de vue, qui révèlent les qualités de cette urbanité, de cette architecture. C'est-à-dire que euh, la façon dont on peut s'y prendre ou dont on ne peut pas s'y prendre pour filmer
une architecture ou une urbanité, en fait, nous aide à comprendre ce qu'elle est elle-même. Donc c'est pas tant uniquement le contenu de l'image que les conditions même de possibilité. Est-ce qu'on peut tourner autour? Ben, à Heilbronn, on ne peut pas tourner autour. Ce n'est pas possible. Le tour n'existe pas. Tout est tellement imbriqué. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça rejoint une réflexion de Pierre-Damien Huyghe. Je ne crois plus où il dit ça, ou peut-être. Je crois qu'il dit quelque chose du genre une ville ou une architecture est un peu censée être terminée lorsqu'elle aura trouvé sa bonne représentation. Et voilà, donc on peut penser comme ça à certaines villes qui ont leur représentation iconique. Ça ne veut pas dire qu'elle est terminée en termes de fabrique urbaine, mais elle était terminée pour un certain temps dans l'imaginaire collectif Et dans son et expressivité. dans son expressivité. On pourrait dire. Et je trouve ça très intéressant du coup de- ça c'est c'est un couplage entre forme urbaine et forme cinématographique qui est assez intéressante. Et ce corpus des 7 années, des 7 films de 1 heure et demie là, que vous avez pu réaliser avec les étudiants, c'est probablement une matière aussi pour interroger Grenoble de ce point de vue-là. Tu commençais à dire, à parler de son évolution en 7 ans, mais vous pourriez aussi peut-être vous dire que c'est un matériau pour examiner cette hypothèse de Pierre-Damien Huyghe. Alors oui, euh, alors en parallèle ils écrivent un texte de 2000 signes. Donc il y a aussi j'ai aussi 150 textes par an multipliés par 7 ans. Donc on a commencé à faire une analyse avec des logiciels statistiques pour voir quels sont le vocabulaire qui ressort le plus, par exemple. Quelles sont les tournures de phrases. Alors pour l'instant on n'est pas encore allé assez loin. C'est toujours un peu déceptif ce mode-là, mais en même temps on a un corpus tellement gros, avec un exercice contraint, que ça nous semble intéressant de voir quels seraient les nuages de mots, entre guillemets, et est-ce qu'ils évoluent année après année, ces nuages de mots, etc. Bon, pour l'instant, ça ne donne pas des choses merveilleuses. Il faudrait rentrer plus dans le détail. Ce que je, je, je pense que ça révèle peut-être des choses de l'écologie de Grenoble, enfin de la façon dont Grenoble s'est constituée, ça c'est sûr. Ça révèle quand même beaucoup le regard d'un jeune de 18 ans sur la ville. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il ne voit pas. En fait, qu'est-ce qui retient son attention, qu'est-ce qui ne retient pas son attention. Euh, et ça montre, en attendant, ça montre un Grenoble qui est un Grenoble inédit. C'est-à-dire que personne ne connaît ce Grenoble-là, puisque c'est quand même, je sais pas combien ça fait 7 km. Enfin, je ne sais plus, il faudrait compter, je ne me rappelle plus. Donc en fait, on va dans les endroits où on ne va jamais. Donc on montre des faces qui sont pas forcément désagréables, hein, mais qui n'existent pas aux yeux des Grenoblois, en fait. Sur on le disait tout à l'heure, là, il y a une transformation possible de l'exercice du projet architectural, urbain, et je pense aussi aux pratiques qui ont pu être les tiennes et les vôtres dans Bazar Urbain. Est-ce que faire du cinéma, faire du projet, où en est-tu de cette réflexion aujourd'hui, sachant qu'il y a toute cette expérience, quoi, engrammée, quoi. Dans ce collectif Bazar Urbain, là, on a pris l'habitude depuis 10 ans environ de s'associer et de s'accompagner avec des cinéastes. En particulier l'équipe de Naïm Sidou et des films de la Villeneuve. Soit pour travailler sur des corpus de films locaux, on a travaillé sur les films qu'on tournait à la Villeneuve, mais surtout pour faire des films en fait. Donc quand on a travaillé sur Amiens pour faire le portrait et le devenir d'Amiens, c'était en 2010 par là, on s'est fait accompagner par cette équipe de cinéastes qui nous a suivis dans nos traversées, dans nos actions, mais pas pour documenter ce que l'on faisait, mais pour eux-mêmes faire un travail en parallèle avec nous. C'est-à-dire en fait, ils nous accompagnaient, mais c'est pas nous qui le filmaient. C'était eux-mêmes qui faisaient un propre travail de révélation des lieux, etc., etc. Et donc pour Amiens, ça nous a donné énormément de films montés, hein, qui font 3 minutes et 10 minutes chacun, puis un long film de 40 minutes, qui était une façon pour nous de révéler une urbanité du quotidien, qui ne séparait pas la question de l'urbanité, du paysage et des usages, et nous les montrions dans des réunions publiques, par exemple. C'était un support à discussion. Alors la première réaction, quand on montre ça à des élus ou à des techniciens, c'est plutôt le silence. Parce que c'est pas un objet
simple à attraper, parce qu'il n'a pas de discours, enfin, il n'a pas de démonstration, il ne vient pas dénoncer quelque chose, ou alors c'est que le film n'est pas bon, s'il vient dénoncer radicalement. Il ne fait pas non plus l'éloge de quelque chose. Il vient montrer une situation dans ce cas-là aussi de pas facile à attraper. Et donc ça crée un vrai décalage, euh, contrairement à l'usage du cinéma en architecture et d'urbanisme, qui serait au contraire au service d'un projet ou au service d'un diagnostic. Euh, et donc j'ai toujours aimé l'idée d'avoir des gens qui nous accompagnent, qui ont une production pour partie autonome, et qu'on regarde en dialogue, en fait. Et ça, c'est marrant, c'est un peu plus dans mon HDR que j'ai pu... L'HDR, c'est cet exercice de bilan et de prospective sur universitaire, où je me suis rendu compte que on a beaucoup, en urbanisme, couplé la question de l'analyse au projet, en disant, si on fait une très bonne analyse, alors le projet pourra s'appuyer sur des données importantes, stables, et voilà. Et il faut d'ailleurs que le projet réponde aux enjeux de l'analyse. Du coup, ça assujettissait l'analyse, le projet à l'analyse, qui n'a pas peut-être sa part de créativité ou même de position politiquement décalée par rapport à l'analyse, mais ça assujettit aussi tout le travail situé de compréhension d'un lieu à être utile pour le projet. Donc pour moi, c'était un double assujettissement qui nuisait aux deux. Et donc comment est-ce que on coupe le lien entre analyse projet, programme, architecture, etc. On coupe le lien et on produit des travaux en parallèle qui débattent entre eux, qui se montrent entre eux. Et que pour moi, une lecture d'un lieu a bien d'autres opérationnalités que d'être utile pour un diagnostic qui ira à faire du projet. Ça a tout simplement l'importance de créer des archives, révéler des choses, qu'on se mette à devenir le témoin, voire les avocats, comme le dit la Poujade, de, de choses qu'ils n'ont pas le droit de citer habituellement, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait exister en parallèle et en dialogue des productions de représentation que l'on rangerait habituellement dans le cadre de l'analyse et des productions de projets que l'on rangerait habituellement dans le cadre de la création d'un programme et tout. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais le mot analyse projet, il marche plus bien. Et je bricole une réflexion autour de héritage fiction, en fait, hein, pour changer le vocabulaire et se dire. Et du coup, si on dit héritage fiction, ben, on voit déjà que la question du cinéma, de l'histoire, elle est un peu plus présente. Euh, Qu'il y a un lien continu, alors qu'analyse projet, il n'y a pas de lien continu. C'est l'inverse. C'est vraiment la rupture. Il y a un problème, ça va mal, on va faire une analyse, et après on fera un projet, quoi. Alors que l'héritage, et puis alors l'idée c'est que l'héritage, c'est aussi ce dont on décide d'hériter. C'est pas un héritage subi. C'est ce que je décide de mettre en avant comme héritage. Ce sur quoi moi je veux hériter. Euh, et pas ce que l'on m'oblige à hériter. Et pour moi, c'est le même geste vers le projet. Ce dont je décide être l'objet d'un projet, l'objet d'une fiction, l'objet d'un... Voilà, et donc pour moi, si le cinéma devait mais le cinéma, l'écriture, la photo, devait trouver sa place, c'est dans ce rapport-là, en fait, euh, entre les deux. Oui, Et il y a une autre place que j'ai découvert dans la thèse de Anne Philippe, qui est ici à l'École d'architecture de Nantes, où elle a travaillé sur un cinéaste vidéaste qui a travaillé à l'Institut de l'environnement et qui avait créé un studio vidéo au cœur de l'Institut de l'environnement, mais qui n'était pas, moi je le mythifie comme ça, qui n'était pas au service des cours, qui n'était pas un outil, qui n'était pas comment on peut dire, il y a l'atelier maquette, il y a l'atelier... Non, non, pas du tout. Il était là, en fait, comme un outil quasi critique de production, à la fois de la question de l'urbanité et de l'environnement, mais aussi comme un outil critique et de production de son propre institut. Et donc comment, en fait, il y a vraiment une part de, de, de portée critique et d'émancipation. Et lorsqu'on décide que on peut attaquer par le film non pas uniquement l'objet qu'il pointe, mais le cadre même de sa production, ou le lieu même qui rend possible sa production. Et je trouve que sur la question de penser les urbanités, on ne peut plus aujourd'hui, par exemple, faire du projet sans ne pas être conscient des cadres mêmes dans lesquels en fait on produit des projets.
Ça ne veut pas dire qu'on est contre ou pour, mais ça veut dire que le projet, c'est un système d'acteurs, d'institutions, de codes, de représentation, de lieux physiques, Et c'est cet ensemble qui est forcément en jeu Exactement. dans la Et du coup, quand le transformation. cinéma s'en mêle, ça crée un décalage immédiat, quoi. Sauf s'il est publicitaire et commercial, bien sûr. Enfin, quand je dis commercial, c'est pas négatif, sauf s'il est au service d'une communication. Mais quand il ne l'est pas, quand il s'interroge lui-même sur ce qu'il filme, il est à la fois document d'archives pour demain, et il est à la fois révélateur des cadres qui sont en train d'être en action. Et ça, je trouve absolument cette force-là, elle est un décadrage dingue. Quand on regarde des films documentaires sur des architectes, des urbanistes qui réfléchissent, en fait, c'est plus le projet qui nous intéresse sur lequel ils travaillent. C'est plus l'objectif du film. C'est quel type de relation ils ont entre eux, comment ils travaillent autour d'une table, ils sont où quand ils font ça, et ils sont habillés comment, et c'est quoi ce groupe. Ça, je trouve ça assez passionnant. C'est-à-dire ce que filme le cinéma, des fois, sans que même nous en soyons complètement conscients, Mm. mais qui apparaît quelques années après. On en discutait hier parce qu'on avait une journée scientifique sur l'ordinaire de la fabrique urbaine. À un moment donné, on tombait sur le paradigme indiciaire. Oui, Et en fait, tu es en train de nous raconter le film comme indice de reconstitution de monde, oui, quoi. c'est ça. Oui, totalement. Ouais, je trouve il y a toujours quelque chose qui échappe par le film, quoi. Qui est filmé, et ça, je trouve, c'est extrêmement riche, quoi. Qu'une image est toujours plus riche que ce qu'on veut lui faire dire, quoi. Enfin, sauf si elle est complètement fabriquée de façon monovalente, quoi. Sur un point que tu évoques dans ton habilitation, pour le coup, c'est ce moment où tu reviens rapidement sur d'histoire, pour le coup. Cinéma sonore qui délaisse la captation de l'ordinaire urbain pour tourner en studio. Et puis un peu plus loin, tu dis cette caméra réalité, ce flux de la vie, entre guillemets, comme le théorisait dans les années 1950 Krakauer, donnait à saisir la ville dans ses mouvements et dans la variété de ses ambiances. Et comme tout à l'heure, je remobilisais cette anthologie très utile, ce dictionnaire de la ville au cinéma de Thierry Jousse et Thierry Paco, il y a cette question qu'il pose en disant, bon voilà, où en sommes-nous maintenant dans cette après-ville. Est-ce que caméralité, feu de la vie, qu'est-ce que cela donne à voir? Alors, il me semble qu'il y a déjà des bouts de réponse dans le choix de faire une 7e édition de Traversée urbaine avec les séries, et donc d'interroger une narrativité un peu différente, hein, séquencée autrement, des rythmes qui sont plus les mêmes. Je sais pas si ça t'inspire quelque chose, cet après-là. Enfin, Bah, quand il dit ça, Thierry Jousse et Thierry Paco, euh, ils reprennent, ils ont bien raison, la proposition qu'avait fait Serge Danet, qui était en disant la ville et le cinéma ont pu exister l'un grâce à l'autre, et ils mourront ensemble. c'est ça. La ville deviendra l'urbain et le cinéma deviendra la télé, la vidéo, l'image généralisée, etc. Donc il y a cette idée que ce qu'on appelait ville et ce qu'on appelle cinéma, l'un a permis de rendre compte de l'autre et ils vont mourir ensemble. Ça, c'est une hypothèse absolument géniale, quoi. Enfin, je trouve absolument fabuleuse. Et c'est là-dessus que Serge Danet décide de créer la revue Trafic. Le cinéma est mort, vive le cinéma, quoi. C'est grosso modo, enfin, ne nous occupons plus de cette vieille représentation. Allons voir là où se produit du cinéma, au sens, c'est pas parce que tout film de cinéma n'est pas du cinéma. En fait, c'est la grosse hypothèse de Danet derrière. Voilà. Et on pourrait peut-être un peu faire la même chose pour l'urbanisme, l'architecture, Oui. etc. C'est-à-dire Mm. tout quartier n'est pas une ville, ou n'est pas un morceau, enfin, n'est pas une ville ou une architecture. Mm. Si on veut faire un décalage. Donc ça, c'est une super hypothèse. Après, je trouve qu'elle n'a pas passé le temps. C'est-à-dire, je trouve qu'elle a mal vieilli, l'hypothèse. Elle a mal vieilli, elle était très juste, à mon avis, pour Serge Danet dans les années 90, je crois, quand il a Mm. fait sa grosse expo à Paris. Elle était assez juste, enfin, je dirais, c'est une vraie question historique importante quand Et c'est nos deux aussi, Thierry ont fait ce c'est livre-là. ça, c'est aussi le moment de, on est dans la traîne de Françoise Voilà, Choé de la ville à l'urbain. exactement, exactement. Et là, je trouve que non, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, évidemment, les séries nous aident, mais le cinéma, toutes les images filmées, en fait, nous montrent que
la ville qui a disparu face à l'urbain, non, c'est peut-être nos vocabulaires. Enfin voilà. Cinéma, enfin, les images animées continuent de dire et de représenter. On n'est pas tant envahi que ça par les jeux vidéo ou par d'autres médiums. On ne peut pas croire que l'image filmique a disparu par rapport à d'autres médiums. Il y en a d'autres, c'est venu s'additionner, modifier un peu des regards, évidemment, des façons de tourner, des façons de filmer. Mais je trouve que ça reste. Ouais, enfin voilà, je trouve que c'est une hypothèse qui est extrêmement stimulante pour marquer un moment, pour dire un moment, effectivement, suite à Françoise Choët, mais qui dans les faits, je ne la trouve pas opérante aujourd'hui. Ou alors, si elle est opérante, quand on resitue la production des films et de l'architecture dans leur moment, et on se dit, bah, aujourd'hui, la question est, je pense, un peu différente. Par contre, le vrai changement que je vois et qui n'est peut-être pas encore opéré, alors ils en parlent aussi, enfin beaucoup d'auteurs en parlent, c'est de se dire que si ville et cinéma sont nés en même temps, c'est-à-dire si on a appris à regarder la ville grâce au cinéma, si on a appris à apprécier les mobilités, l'électrification, grâce au cinéma, ou à la radio après, etc., etc. Ce que dit Philippe Simet, d'autres, enfin tous ces auteurs-là. Euh, donc en fait aujourd'hui, ça veut dire que nous avons été formés à regarder la ville euh, par un regard culturel qui vient beaucoup du cinéma et de la télé, de la série à la rigueur. Mais voilà. Et du coup, ça voudrait dire aussi que notre propre capacité critique et d'appréciation des espaces publics en particulier serait complètement guidée malgré nous par notre culture cinématographique. Et c'est l'hypothèse que font, j'ai lu un article de deux chercheurs canadiens qui posent la question, mais pourquoi est-ce que la High Line, cette ligne de train refaite en parc à Manhattan, pourquoi cette High Line est-elle si aimée des gens, en fait? Et donc l'hypothèse qu'ils font, qui est géniale, je trouve, c'est parce que quand on marche la High Line, nous sommes des chefs opérateurs sans caméra. C'est-à-dire que les points de vue que nous offre la High Line sont l'intégralité des points de vue du cinéma. C'est-à-dire en fait, le travelling horizontal, les travelling latéraux avec les zooms, on rentre, on est là et on rentre dans les appartements quand on marche le long. Les vues de trois quarts sur la ville, qu'on n'a jamais, enfin, qu'on ne peut pas voir quand on est piéton. Euh, les vues par-dessus les boulevards et les rues, c'est-à-dire qu'on est par-dessus les boulevards et les rues. Enfin, c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'en fait, on marche et on filme mentalement. C'est absolument incroyable. Et donc, ça me suis dit, mais waouh, ça veut dire que notre capacité d'appréciation des espaces publics, une partie de notre capacité, vient du début du XXe siècle, ou on va dire de la première moitié du XXe siècle, ou etc. Et donc, nous n'avons pas encore, je n'ai pas encore, mais peut-être que les jeunes l'ont, je ne sais pas, il faudrait voir plus, d'autres, quelles sont les autres cultures que nous avons qui nous feraient voir les espaces publics autrement. Et alors, voilà, moi, de fait, ça marche pour moi. La Highline, je suis un chef opérateur sans caméra. Et il y a plein d'endroits, quand j'analyse la ville, où je me mets en situation de photographe ou de cinéaste, malgré moi. Parce que c'est des images que je connais par cœur. C'est des images qui m'ont formé. Et que du coup, l'appréciation des lieux est guidée par nos capacités d'identification de représentation. Ou de revival de représentation, en fait. La première fois que j'ai mis les pieds à New York, on sort du train, et c'est le son de New York, quoi. On le connaît par cœur. C'est sûr. J'avais jamais mis un pied à New York. Bien sûr, il se passe plein de choses dans la ville qu'on peut pas appréhender par l'image. Mais le son, c'est un truc incroyable, quoi. Et sur cette question de saisir le réel via la vue du cinéaste, enfin, aujourd'hui on est aussi, enfin, quand on regarde les films qui se produisent, on a de plus en plus qui font recours à l'image de synthèse, de la 3D, des effets spéciaux. Est-ce que, enfin, ce serait quoi votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez que ces films-là qui recourent massivement à de la synthèse ont toujours quelque chose à nous raconter sur la ville, sur les espaces qu'on expérimente au quotidien? Ben, je vais répondre avec un décalage. Avant, je pense que ce qui a amené le XXe siècle dans tous les arts, c'est la question du collage et du montage, qui est vraiment
une révolution, même si on retrouve ça dans les tableaux du Moyen-Âge, tout ça, mais grosso modo, c'est la capacité qu'on peut avoir de couper-coller, quoi, et de faire des montages que ce soit en littérature, et en cinéma, c'est l'outil de base, etc. Donc cette puissance-là, à mon avis, elle est extrêmement... Elle a bouleversé toute l'histoire de l'art et toute l'histoire de nos représentations. Et peut-être une partie de l'histoire de notre perception. Donc la question de la 3D, si elle ne s'inscrit pas là-dedans, pose une autre question. C'est-à-dire, quelle est la nature de ce que l'on voit, etc. Et pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'on n'en a pas fini encore avec le montage-collage. Et que ce qui arrive avec la 3D vient plutôt, pour l'instant, pour moi, appauvrir les images, sauf si on en est les acteurs. C'est-à-dire, sauf si nous-mêmes, nous agissons sur le monde que l'on voit. Donc ce qui introduit plus, à mon avis, la question de l'interaction. Enfin, l'intérêt, pour moi, de la 3D, etc., de ces mondes imaginaires, c'est l'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, bon, on est dans la fabrique d'une image, qu'elle soit qu'elle soit modélisée ou qu'elle soit in situ, ça va être le talent du réalisateur, sa capacité à faire du montage, etc., etc. Donc je ne vois pas d'écart majeur dans cette relation à la perception. Par contre, à partir du moment où on est soi-même, on devient soi-même par des effets d'interaction, le monteur de son film, parce qu'on interagit, parce qu'on fabrique son film, entre guillemets, par nos propres actions, alors là, je pense qu'il y a un changement, effectivement. C'est-à-dire quand le marcheur devient producteur, devient réalisateur. Quand je dis le marcheur, c'est celui qui tient le joystick. Il y avait cette idée qu'a développé un artiste suisse, Ulrich Fischer, où on a son téléphone ouvert dans la poche, qui vient capter, en fonction d'où on marche, en géolocalisation, des vidéos qui sont géolocalisées. Et si on passe près de la vidéo, on en attrape beaucoup. Si on passe loin, on en attrape qu'un peu, etc. Et en fonction de sa vitesse et tout. Et donc l'idée, c'est que j'allume mon téléphone dans la poche, puis à la fin de la journée, le téléphone, il capte plein de trucs, et à la fin de la journée, il me propose le film de ma marche. C'est-à-dire un film qui est allé capter sur le territoire des films liés aux endroits où je suis passé et aux temporalités dans lesquelles j'y étais, à la vitesse et l'accélération. Et là, je me dis, waouh, là, il y a un changement radical. Mais on reste dans le montage. Et c'est ça qui est très intéressant. Ou alors après, les autres expériences, qui sont des expériences beaucoup plus interactives, où en fait, l'image que j'ai devant moi est en connexion physique avec moi. Au sens où, si je bouge, je fais ça bouge, quoi. Mais par contre, si je fais ça et que ça bouge, je n'agis que dans ce sens-là. Par contre, si je fais ça et que ça bouge et que dans mon doigt je ressens quelque chose, j'agis aussi dans l'autre sens. Et donc, c'est la question aussi des transducteurs qui ne sont pas uniquement orientés vers une direction, mais qui sont bidirectionnels en fait. Et où là, le temps réel, évidemment, change tout. Si on est seul, si on est plusieurs, etc. Et donc, c'est la puissance, c'est la crédibilité, pour moi, le degré de crédibilité du réel, mais pas un réel parce que l'image ressemblerait au réel, mais une crédibilité du réel de l'interaction. Je suis vraiment en interaction et pas juste en commande. Et là, il y a une bascule qui se fait dans le numérique aujourd'hui. D'un point de vue sonore, c'est fait depuis très très longtemps, hein, quand les gens ils jouent d'un point de vue sonore. Mais avec l'image, c'est pas encore très... C'est toujours pareil, sur le sonore a toujours beaucoup d'avance sur ces questions-là, parce qu'il y a moins de faux amis. Quand on joue sur un piano électrique, il y a des retours d'effort, il y a des retours de touche, il y a tout un... Je veux dire, on se rend même plus compte qu'en fait, on travaille avec du virtuel qu'on actualise en permanent, quoi. Avec l'image, c'est joystick, quoi. Il y a un truc encore un peu commande-réponse, stimulus-réponse. Voilà, donc pour moi, le numérique, sa grande puissance, c'est l'interaction, quoi, avec l'image. Et pas tant au final, la fabrique des mondes imaginaires, 3D, qui est super, hein, c'est pas du tout, hein, mais... Oui, ça ne change pas forcément la donne. On reste dans du montage, collage, dans ce paradigme, quoi. Voilà. Qui est Voilà. efficace, quoi.
Mais c'est un sujet, ce qui est super, ce sujet-là, c'est quand on commence à l'épuiser. On pense. J'ai arrêté aussi les traversées urbaines après 80 séances, avec une forme de fatigue, où je voyais que peut-être que même la logique, montrer un film, en discuter, pour moi, commençait à tourner en rond, parce que j'étais dans un cadre d'une grande salle, avec beaucoup de monde et tout, et j'avais envie de passer aux ateliers, en fait, au faire, et à m'intéresser aussi à ce qui peut se produire de plus fragile, mais qui tente des choses. Alors c'est ce qu'on fait avec Laurent dans une ANR qui s'appelle Sensiblia, ou dans d'autres, chacun dans ses propres projets en fait. C'est-à-dire ce besoin de revenir à là où ça se fabrique aussi, avec ces questionnements sans doute très maladroits qui réinventent le monde et tout, mais ben voilà, on est dans le faire quoi. Et je pense qu'on est aussi dans cette période où l'image, pour une partie des gens, euh, il est parfois plus intéressant, ou aussi intéressant, voire plus intéressant, de faire du cinéma, de faire des images, qu'uniquement en être le récepteur. Et j'aime beaucoup ce qu'a, ce qu'a- ce qui avait été dit sur la musique concrète, sur Pierre Schaeffer, tout ça, ou c'est Pierre Schaeffer, je crois que lui-même qui le disait, enfin je sais plus qui disait ça, mais grosso modo, la musique concrète n'a pas forcément produit d'immenses musiciens, musique, même si c'est faux aujourd'hui, hein, mais ça a produit des milliers de musiciens. Et ben, je trouve que ce rapport ville et cinéma, ça peut produire des milliers de réalisateurs urbanistes architectes. Je trouve que c'est une opération incroyable. Et pour moi, c'est ce que ça donne envie, en fait, ce rapport ville et cinéma. Ça donne envie d'en faire. Enfin, et quand on marche, quand on marche, quand on écoute, on est imprégné de ça. Et quand on travaille sur des urbanités, on a envie d'en faire. Donc ce passage à l'atelier, quoi, au faire. Merci pour ce propos, parce que je pense que le travail qu'on est en train de mener, et qui fait le bilan d'une quinzaine d'années, nous pose ces questions aussi. Bien sûr, sûrement de les continuer, il y a un rôle Oui, parce que culturel, il y a un rôle voilà, c'est des évident. cycles aussi. C'est-à-dire qu'on Oui, oui, oui. on a besoin de s'éloigner de la oui, c'est ça. Enfin, c'est à un moment donné, on a besoin du faire, puis après on revient. Oui, oui. Et pour autant, là, sûrement que l'art-image a des espaces de, disons, de projet, ou en tout cas à la fabrique d'images, quelque maladroite qu'elle soit avec les cultures des uns et des autres, à mon avis, elle peut nous manquer un petit peu quand on est uniquement, entre guillemets, sur des cycles de projection et dans cette attitude du spectateur de film.